Ma mère a essayé de réclamer mon contrat de 300 000 $ pour payer les factures de mon frère. Cet après-midi, elle a accent grave, j'ai emballé mes affaires, coupé leur service public et arrêté de payer chaque facture. Alors ma mère a halté. Que fais-tu? Pourquoi je ne peux pas te joindre? Tu. Je m'appelle Brooke Carter. J'ai 28 ans. Et le matin où j'ai signé un contrat de 300 000 $, j'ai pensé que la partie la plus difficile de ma vie était enfin terminée. J'avais passé des années à construire mon entreprise de valorisation immobilière, une pièce vide à la fois, transportant des meubles à travers des maisons témoins, poursuivant les agents immobiliers pour obtenir des chèques. Et souriant à travers le genre d'épuisement qui donne l'impression que vos os sont plus vieux que vous. À 10 heures ce matin-là, j'étais assise dans mon véhicule utilitaire sport à l'extérieur d'un nouveau lotissement près de Charlotte, fixant les documents signés sur mes genoux et me permettant de me sentir fier pendant exactement 3 minutes. Puis mon téléphone a sonné. J'ai répondu parce que je n'avais pas encore appris que les bonnes nouvelles dans ma famille venaient toujours avec une facture en pièces jointes. La voix à l'autre bout n'a pas demandé comment j'en étais arrivé là. Elle n'a pas dit félicitations. Elle est allée droit au but. Puisque j'avais décroché un contrat aussi gros, il était seulement juste que j'en utilise une partie pour nettoyer les dégâts de mon frère. Ses cartes de crédit, le paiement de sa voiture, sa dernière idée ratée. Juste comme ça, ma plus grande victoire professionnelle était évoquée comme un fonds de secours familial portant mon nom. Je me souviens être devenue silencieuse, non pas parce que j'étais choquée, mais parce que quelque chose en moi s'est finalement apaisé. Il pensait me surprendre dans une humeur généreuse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je faisais déjà des plans depuis des mois. Alors cet après-midi-là, au lieu de célébrer, j'ai conduit jusqu'à la maison que j'aidais autrefois à maintenir à flot, j'ai emballé tout ce qui était encore à moi. Et j'ai commencé à retirer mon nom de chaque compte que je portais pour des gens qui ne me remarquaient que lorsque quelque chose devait être payé. Au moment où les appels ont commencé à affluer, j'étais déjà à moitié sorti de leur vie. Avant de vous raconter ce qu'elle a dit quand les lumières ont commencé à s'éteindre et pourquoi mon téléphone a continué à vibrer toute la nuit, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où écoutez-vous? Parce que je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire va aller ce soir. Quand j'ai eu 16 ans, je connaissais déjà les règles de notre maison sans que personne ne les dise à voix haute. Si Connor avait une nouvelle idée, tout le monde devait s'arrêter et l'admirer. Si j'avais un travail, c'était juste quelque chose de pratique que je faisais parce que c'était apparemment ma personnalité. Ma mère adorait dire aux gens que mon frère était créatif. Elle le disait comme si la créativité était une maladie médicale rare que le reste d'entre nous devait traiter avec douceur. Quand il a essayé de vendre des étuis de téléphone personnalisés en ligne, elle a publié à ce sujet sur Facebook comme s'il avait lancé l'entreprise Apple depuis notre table à manger. Quand il a décidé qu'il allait devenir créateur de contenu, elle lui a acheté un meilleur éclairage et lui a dit qu'il avait juste besoin de temps pour trouver sa voie. Vers la même époque, je passais mes week-ends à aider un agent immobilier local à mettre en scène des maisons vacantes pour des journées portes ouvertes. J'ai appris à déplacer des meubles sans érafler les parquets, à rendre une pièce froide luxueuse avec la bonne couverture, et à regarder une maison vide pour imaginer la version que les gens voulaient acheter. J'ai adoré ça immédiatement. J'ai adoré le fait que ce soit physique et visuel en même temps. J'ai adoré le fait que les détails comptent. Mais quand je rentrais à la maison en sentant la poussière et le vernis à meubles, ma mère plissait le nez et me demandait de ne pas m'asseoir sur la chaise blanche du salon. Elle disait que je traînais toujours le travail à la maison. Connor, quant à lui, s'est un jour filmé en train de parler de revenus passifs pendant 12 minutes dans notre jardin, et elle nous a tous obligés à le regarder à la télévision après le dîner. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il avait une vision. Apparemment, j'avais juste une bonne éthique de travail, ce qui dans ma famille était un compliment que les gens utilisaient quand ils voulaient profiter de vous plus tard. Je payais mon propre carburant à l'âge de 17 ans. J'achetais mes propres livres pour les cours du collège communautaire. Je prenais des petits boulots pour aider à nettoyer et à remettre en état les propriétés après les ventes. Pendant que Connor était autorisé à dériver d'un rêve à l'autre, j'ai appris à facturer les clients, à négocier les fenêtres de livraison et à étirer un seul chèque de paie jusqu'à ce qu'il pleure. À 19 ans, j'ai loué un petit appartement en dehors de Charlotte et j'ai officiellement lancé ma propre petite entreprise de valorisation immobilière. Le mot entreprise semblait prestigieux. Ce n'était pas le cas. C'était moi répondant aux courriers électroniques à minuit, conduisant une camionnette d'occasion qui crissait à chaque fois que je freinais, et stockant des lampes,
des tapis et des chaises d'appoint dans une chambre d'amis qui ressemblait à l'explosion d'un magasin de meubles d'occasion. Mais c'était à moi. J'ai noué des relations avec des agents immobiliers. J'ai pris des annonces laides et je les ai rendues chaleureuses et coûteuses. J'ai mis en scène des maisons de départ, puis des maisons de ville, puis des unités modèles pour de petits développements. Chaque année devenait un peu meilleure. Chaque année, Connor trouvait une nouvelle façon d'échouer vers le haut. Il y a eu la phase de livraison directe, la phase de baladodiffusion, la phase d'idée d'application, la phase de marque de style de vie pour hommes, la phase de crypto-monnaie, et le plan éphémère de devenir un conférencier motivateur. Ce qui était particulièrement drôle parce que rien ne motive moins les gens qu'un homme qui dort jusqu'à midi et doit l'argent de l'essence à 3 personnes. À travers tout cela, ma mère avait le même discours. Il essaie encore de comprendre les choses, tu sais à quel point il est sensible. Et parce que j'étais celle qui comprenait toujours les choses, mon aide a lentement cessé d'être traitée comme de l'aide et a commencé à être traitée comme un bruit de fond. D'abord, c'était la facture du réseau internet parce que ma mère disait qu'elle avait oublié de la payer et que Connor en avait besoin pour le travail, ce qui était généreux car il était techniquement au chômage à l'époque. Ensuite, ce fut la facture d'électricité pendant un été chaud parce que l'argent manquait pendant quelques semaines, puis les courses, puis un paiement d'assurance automobile, puis une partie de l'hypothèque. Quand ma mère disait que les choses devenaient plus difficiles que ce qu'elle avait prévu, chaque demande venait enveloppée dans la même voix douce. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent, juste pour cette fois. Tu sais, la famille est de la famille. Je ne réalisais pas à quel point je couvrais les frais jusqu'à une nuit où je me suis assise avec un tableur et j'ai vu mon propre avenir s'échapper dans de petites colonnes mensuelles nettes avec leur nom partout. Ce fut la nuit où j'ai ouvert un compte séparé dont ils ignoraient l'existence. Ce fut la nuit où j'ai commencé à économiser différemment. Pas pour me venger, pas encore. Juste pour la possibilité qu'un jour je doive partir pour de bon et ne pas regarder en arrière. 6 mois avant l'arrivée de ce contrat, j'avais déjà commencé à visiter de petits espaces de bureau. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une petite vitrine propre avec suffisamment d'espace pour des planches d'échantillons, un bureau et quelques coins aménagés où les clients pourraient voir ce que je faisais réellement. Je voulais quelque chose d'officiel, quelque chose avec mon nom sur le bail et mon avenir à l'intérieur. J'ai versé un acompte discret et je n'en ai parlé à personne. Je me disais que j'étais juste intelligente, mais au fond de moi, je pense que je savais déjà ce qui allait arriver. Tout semblait encore normal à l'extérieur. Je répondais toujours aux appels de ma mère. J'envoyais toujours de l'argent quand elle disait que les choses étaient urgentes, je mordais toujours ma langue quand Connor parlait de la grande opportunité qui était toujours, d'une manière ou d'une autre, à une aumône de distance. Puis la plus grande opportunité de ma vie a atterri dans ma boîte de réception. Et au moment où je l'ai signé, ma famille m'a rappelé exactement qui ils croyaient que j'étais. Le contrat venait d'un promoteur que j'essayais d'impressionner depuis près de 2 ans, pas de manière désespérée. Juste le genre normal de persévérance professionnelle où vous vous présentez préparé, faites un excellent travail et espérez que quelqu'un avec de l'argent réel finisse par le remarquer. Elle avait vu 3 propriétés que j'avais mises en scène pour un agent immobilier de luxe dans le sud de Charlotte et m'avait demandé si j'avais la capacité pour un projet plus important. J'ai dit oui avant même d'avoir fini de lire le courrier électronique complet, puis j'ai passé la semaine suivante à paniquer discrètement et à réorganiser ma vie entière. C'était pour un nouveau développement résidentiel haut de gamme avec plusieurs maisons témoins qui nécessitaient une mise en scène complète, des sélections de finition, des conseils en conception d'éclairage et un soutien au déploiement sur plusieurs phases. Les chiffres étaient réels. Le calendrier était agressif. La visibilité était énorme, et la valeur du contrat était de 300 000 $. Pas du profit, pas de l'argent dans ma poche. Des revenus liés à la main-d'œuvre, à l'inventaire, aux entrepreneurs, au stockage, au transport, à la paie et à 100 autres choses auxquelles les gens de l'extérieur ne pensent jamais. Mais je savais à quel point c'était grand. Je savais ce que cela pourrait devenir si je le gérais bien. Une équipe plus grande, de meilleures camionnettes, un vrai bureau et une salle d'exposition, une marge de manœuvre, du respect, peut-être même la première saison de ma vie d'adulte où chaque choix n'était pas filtré par l'urgence de quelqu'un d'autre. J'ai signé les documents ce matin-là avec des mains tremblantes et j'ai essayé de ne pas pleurer devant des gens qui étaient sur le point de me confier leur investissement. Quand je suis retourné à mon véhicule, je me suis assise là, fixant la page de signature, la laissant pénétrer mon esprit. Je souriais tellement que mon visage me faisait mal. Puis mon téléphone s'est allumé. C'était ma mère.
J'ai failli l'ignorer parce que ses appels pendant les heures de travail signifiaient généralement l'une de ces deux choses. Soit Connor avait besoin d'argent, soit elle voulait demander si je passerais toujours le week-end pour réparer quelque chose que personne d'autre n'avait pris la peine d'apprendre à gérer. Mais j'ai décroché parce que certaines habitudes mettent plus de temps à mourir. J'ai dit bonjour. Elle n'a pas dit félicitations. Elle n'a pas demandé comment s'était passée la réunion. Elle a tout de suite adopté un ton que je connaissais trop bien. Cette voix faussement calme que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà décidé de ce que vous allez faire pour eux. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais décroché un très gros contrat et qu'elle était fière de moi, ce qui était suspect en soi. Puis elle a dit que Connor traversait une période difficile et que le moment de ma bonne nouvelle pourrait en fait être une bénédiction pour toute la famille. Je me souviens être devenue silencieuse parce que quand quelqu'un dit bénédiction comme ça, ce qu'il veut généralement dire, c'est un accès à votre argent. Elle a commencé à énumérer ses problèmes comme si elle lisait un dossier médical. Il avait des dettes de carte de crédit. Il était en retard sur le paiement de sa voiture. Son dernier partenaire commercial avait apparemment disparu. Il avait besoin d'aide pour se remettre sur pied. Elle a dit qu'il avait subi tellement de pression. Elle a dit qu'il était embarrassé. Elle a dit que c'était exactement le genre de moment où les familles fortes se rassemblent. Puis elle a dit la phrase qui a tout changé. Elle a dit que puisque je venais de signer pour ce montant, il était logique pour moi d'en utiliser une partie pour effacer l'ardoise de Connor afin qu'il puisse prendre un nouveau départ. Elle l'a dit comme si elle suggérait que j'apporte un plat en cocotte à un repas de charité à l'église. Normal, raisonnable, attendu. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a semblé offensée que j'ai même besoin de demander. Elle a dit que j'avais toujours été la personne stable, la personne responsable, celle qui comprenait le sacrifice. Elle a dit que Connor avait du potentiel et avait juste besoin d'une vraie chance sans que les dettes ne le tirent vers le bas. Je lui ai demandé combien de chances il avait déjà eu. Elle a ignoré cela. Puis elle a dit quelque chose qui m'a semblé si familier que cela m'a presque fait rire. Elle a dit, « Tu es chanceuse que ton entreprise fonctionne enfin bien, alors tu ne devrais pas être égoïste maintenant. » Égoïste. Ce mot m'a frappé plus fort que l'argent parce que je savais exactement ce qu'il signifiait dans notre famille. Égoïste signifiait que j'avais cessé d'être utile. J'ai baissé les yeux vers le contrat sur mes genoux et j'ai réalisé que la matinée la plus heureuse de ma carrière avait duré peut-être 4 minutes avant qu'il n'essaie de la transformer en plan de sauvetage pour Connor. Ma mère a continué à parler. Elle a dit, peut-être pas tout. Juste assez pour couvrir les cartes, la voiture et peut-être un petit coussin de sécurité pour qu'il puisse se concentrer sur la prochaine étape sans paniquer. Un petit coussin de sécurité. Elle parlait de mon contrat comme s'il s'agissait d'un compte de chèque familial. J'ai demandé si Connor avait un travail. Elle a dit que ce n'était pas la question. J'ai demandé s'il avait vendu le véhicule coûteux dont il insistait avoir besoin pour sa marque personnelle. Elle a dit que j'étais froide. J'ai demandé si quelqu'un avait pensé à demander pourquoi j'avais besoin de cet argent. Elle est restée silencieuse pendant une demi-seconde, puis a dit quelque chose qui a figé tout mon corps. Elle a dit, « Tu retombes toujours sur tes pieds. » Ce n'est pas le cas de Connor. C'était ça. Toute la philosophie de ma famille en une phrase. Punir la personne capable parce qu'elle peut y survivre. Protéger la personne impuissante parce qu'elle continue de choisir l'impuissance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas expliqué les budgets, les contrats ou les frais généraux. J'ai simplement dit que je passerais cet après-midi-là et que nous pourrions en parler en personne. Elle a semblé soulagée, comme si la crise avait déjà été gérée, comme si la machine avait recommencé à fonctionner. Elle m'a même dit de prendre le café glacé préféré de Connor en chemin si j'avais le temps parce qu'il était stressé. J'ai raccroché et je suis resté là dans un silence complet. Pas le genre abasourdi, le genre clair. Le genre que vous ressentez quand quelque chose de laid devient enfin indéniable. Ils n'allaient jamais s'arrêter. Non pas parce qu'ils étaient désespérés, mais parce qu'ils croyaient y avoir droit. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone où je gardais les numéros de compte et les rappels dont j'avais trop honte d'admettre l'existence. J'ai regardé le reçu de la compte du bureau datant de 2 mois plus tôt. J'ai regardé la liste de contrôle de déménagement que j'avais à moitié terminée une nuit tardive après un appel particulièrement insultant concernant une course à l'épicerie que je n'avais apparemment pas faite avec assez d'enthousiasme. Puis j'ai regardé à nouveau le contrat.
Je me souviens avoir pensé très clairement qu'ils avaient choisi le mauvais jour pour confondre mon succès avec leur filet de sécurité. Cet après-midi-là, au lieu de célébrer la plus grande victoire de ma vie, j'ai conduit vers la maison de ma mère avec des bacs vides à l'arrière de mon véhicule et un niveau de calme qui aurait dû les avertir de ce qui allait arriver. La maison avait exactement la même apparence que d'habitude. Les mêmes pots de fleurs que ma mère gardait en vie uniquement parce que je remplaçais ce bon marché qu'elle achetait chaque printemps. La même lumière de Porsche qui vacillait une semaine sur deux parce que personne d'autre ne la changeait jamais, n'est-ce pas? La même allée où le véhicule hors de prix de Connor était garé de billets comme un trophée qu'il avait personnellement mérité. Je me suis garé, j'ai pris 2 bacs en plastique à l'arrière et je suis entré avec ma clé. La maison était calme. Ma mère était encore sortie et Connor était apparemment parti, ce qui m'arrangeait parfaitement. Pendant des années, j'avais gardé des choses là-bas parce qu'une partie de moi n'avait jamais totalement accepté que j'avais déménagé émotionnellement, même après avoir déménagé physiquement. Il y avait des textiles supplémentaires de mes premiers travaux de mise en scène dans le placard du couloir, une boîte à outils dans la buanderie, des échantillons encadrés dans la chambre d'amis. Des dossiers commerciaux dans un vieux tiroir de bureau et quelques boîtes dans ce qui était autrefois ma chambre. Je les avais laissés parce qu'à chaque fois que je parlais de tout prendre, ma mère disait la même chose. C'est toujours ta maison. Cette phrase semble affectueuse jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle ne s'applique que tant que votre travail et votre argent restent accessibles. Je suis allé de pièce en pièce, ni vite, ni lentement, juste efficacement. J'ai emballé les choses que j'avais payées et les choses qui m'appartenaient. J'ai pris le défroisseur à vapeur coûteux que Connor avait un jour emprunté et jamais rendu. J'ai pris les lampes de rechange, les listes d'inventaire, les rallonges, les nuanciers de peinture, les classeurs de conception et l'ensemble d'outils que j'avais achetés des années auparavant, quand je croyais encore que le fait d'aider serait éventuellement perçu comme de l'amour. Mon ancienne chambre était presque vide, mais il y avait encore une étagère de placard avec un sac de sport, une couverture pliée et une boîte de photos que je n'avais pas touchée depuis des années. Je l'ai regardée pendant une seconde, puis je l'ai laissée exactement là où elle était. Je n'étais pas là par nostalgie. J'étais là pour finir quelque chose. Une fois les bacs chargés, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les applications de services publics une par une. Électricité, eau, réseau internet, thermostats intelligents, module de sécurité. Chacun d'eux était encore lié à mes méthodes de paiement ou à mon nom d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à chaque fois que j'avais essayé de transférer entièrement la responsabilité, il y avait eu une nouvelle excuse. Ma mère avait oublié. Connor était absent. Ils avaient besoin d'un mois de plus. C'était plus facile si je continuais simplement à m'en occuper. Ce jour-là, la facilité était terminée. J'ai retiré mon paiement automatique du compte d'électricité et j'ai demandé un transfert de responsabilité. J'ai fait la même chose pour l'eau. J'ai annulé le forfait de réseau Internet sous mon profil de paiement et j'ai mis fin à la couverture de l'équipement que je payais. J'ai désactivé la facturation de la maison intelligente rattachée à ma carte. J'ai arrêté l'abonnement de livraison de courses récurrentes que j'avais discrètement payé 2 fois par mois parce que ma mère aimait faire semblant que le garde-manger restait mystérieusement plein. Puis j'ai annulé les services de diffusion de vidéos. Celui-là n'était pas financièrement significatif. C'était spirituel. J'étais à la moitié des confirmations quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de ma mère dériver depuis le couloir. Elle a semblé joyeuse pendant exactement 2 secondes. Puis elle a vu les bacs manquants dans le coin, les portes du placard ouvertes, et moi assise à la table avec l'expression d'une femme qui avait déjà fait la paix avec ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle a demandé ce que je faisais de cette voix aiguë et mince que les gens utilisent quand la réponse est juste devant eux et qu'ils la détestent. Je lui ai dit que je récupérais mes affaires et que je fermais tout ce qui portait encore mon nom. Elle a d'abord ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle pensait que c'était l'un de ces moments où elle devait juste gérer mes émotions jusqu'à ce que je rentre dans le rang. Elle a posé son sac à main et m'a dit de ne pas être dramatique. Elle a dit que nous allions juste avoir une conversation d'adultes sur les priorités familiales. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. La colère aurait signifié que j'attendais encore quelque chose de mieux. Je me sentais juste épuisé et résolu. Elle a demandé si j'allais vraiment faire un scandale pour une seule conversation. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de scandale. Elle voyait juste les conséquences en temps réel. Elle a dit que je réagissais de manière excessive, que personne n'avait rien exigé, qu'elle me demandait simplement de soutenir mon frère pendant une période difficile parce que les familles font cela.
Je lui ai dit que les familles disaient aussi merci, apprenaient les limites et arrêtaient de confondre le succès d'une personne avec le droit de tout le monde de le dépenser. Elle s'est immédiatement offensée. Elle a demandé comment je pouvais lui parler ainsi après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Cette phrase m'a presque achevé. Tout ce qu'elle avait fait pour moi. J'ai jeté un coup d'œil autour de la cuisine que j'avais aidé à approvisionner, de la maison que j'avais aidé à stabiliser, des factures que j'avais aidé à couvrir. Et j'ai pensé à la fréquence à laquelle les gens utilisent la maternité comme reçu pour des dettes qu'ils prévoient de continuer à recouvrer pour toujours. Ma mère s'est approchée et a baissé la voix comme si elle essayait de calmer un client difficile. Elle a dit que Connor était fragile en ce moment. Elle a dit que ce n'était pas le moment de le punir. Elle a dit que je laissais l'argent me changer. Je lui ai dit que l'argent ne m'avait pas changé. Il m'avait juste finalement montré qu'il se sentait en droit de m'exploiter. Elle a dit que j'étais cruel. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Elle l'a regardé, a froncé les sourcils, puis m'a regardé de nouveau. Le réseau Internet était en panne. J'ai hoché la tête et j'ai continué à faire défiler mon écran. Une seconde plus tard, le panneau du thermostat sur le mur a clignoté et s'est réinitialisé. Elle l'a fixé. J'ai reçu un autre courrier électronique de confirmation. Transfert d'électricité en attente, facturation du service d'eau supprimé, livraison de courses annulée. Le visage de ma mère a changé une couche à la fois à mesure que la vérité s'installait. Ce n'était pas une menace. C'était déjà en train de se produire. Elle m'a demandé si j'avais perdu la raison. Elle a demandé ce qu'elle était censée faire. Elle a demandé pourquoi la compagnie d'électricité ne voulait pas reconnaître son compte. Je lui ai dit que c'était parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin auparavant. Elle a dit que Connor allait paniquer. J'ai dit que Connor était assez grand pour appeler le service client. Elle a fait un pas vers moi et sa voix s'est brisée. Elle a dit, « Que fais-tu » Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je lui ai dit la vérité. J'arrête chaque facture qui n'aurait jamais dû être la mienne pour commencer. C'est à ce moment-là que Connor est entré par le garage, portant des plats à emporter et portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme s'il revenait tout juste d'une réunion avec des cadres d'une maison de disques au lieu d'un bar à jus dans un centre commercial. Il s'est figé quand il a vu que les bacs n'étaient plus là et que ma mère était au bord des larmes. Elle lui a demandé si le courant fonctionnait dans sa chambre parce qu'une partie de l'étage avait déjà commencé à s'éteindre. Il m'a regardé, puis l'a regardé, puis m'a de nouveau regardé, et a eu le culot de dire, « Qu'est-ce que tu as fait maintenant ?» Maintenant. Comme si le chaos se produisait simplement autour de lui, et que mon rôle était de le gérer. Je lui ai dit que rien ne s'était passé maintenant. Cela se produisait depuis des années. Il a commencé à rire de la façon dont le font les personnes peu sérieuses lorsqu'elles réalisent qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent et qu'elles ne savent pas vers quoi d'autre se tourner. Il a demandé si je faisais sérieusement une crise de nerfs pour de l'argent. Il a dit que si j'avais décroché un accord aussi gros, aider la famille devrait être facile. Facile. Ce mot a fait plus d'effet que n'importe quelle insulte, car facile était exactement ce que j'avais rendu leur vie. Internet facile, course facile, lumière facile, chauffage facile, deuxième chance facile, déni facile. Ma mère a repris son téléphone, essayant de rappeler un numéro de service public, et a marmonné, « Pourquoi je ne peux joindre personne ?» Connor a continué à parler, disant que j'étais mesquine, disant que nous pouvions arranger ça, disant que je me rendais ridicule. Je suis simplement passé devant lui avec le dernier bac dans les bras. Ma mère m'a suivi sur le porche, suppliant maintenant, ne contrôlant plus la situation. Elle a demandé si je partais vraiment comme ça. Je lui ai dit que je partais depuis longtemps. J'avais juste fini par arrêter de porter la maison en sortant. Elle a dit que ce n'était pas qui j'étais. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des années, je pense qu'elle a vu exactement qui j'étais. Pas sa fille fiable, pas la réparatrice silencieuse, pas la fille qui absorbait toujours le poids supplémentaire parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Juste une femme assumant ses propres décisions sans demander la permission. Je suis monté dans mon véhicule, j'ai verrouillé les portes et je me suis éloigné pendant que mon téléphone commençait à vibrer presque immédiatement. Ma mère, puis Connor, puis de nouveau ma mère. J'ai laissé sonner. Au moment où j'ai atteint la route principale, le premier message vocal était déjà arrivé. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, je ne m'étais jamais senti aussi légère de ma vie. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé si souvent qu'il ressemblait à une ambulance.
Ma mère a laissé un message vocal en pleurant, un autre furieuse, et un troisième essayant de réinitialiser le ton comme si la politesse pouvait me ramener dans le rôle qu'elle préférait. Celui en pleurs disait qu'elle ne pouvait pas croire que je l'humilierais comme ça. Celui en colère disait que j'étais sans cœur et instable. Celui poli disait qu'il y avait clairement eu un malentendu et que peut-être nous pourrions tous nous asseoir demain comme des adultes. Connor a envoyé des messages textes dans un registre complètement différent, ce qui l'a rendu d'une certaine manière pire. Il a envoyé un message disant que c'était de la folie. Un autre disant qu'il avait besoin de récupérer le réseau sans fil parce qu'il avait quelque chose d'important à télécharger. Un autre demandant si je pouvais au moins lui transférer de l'argent pour l'essence via une application parce que maintenant maman paniquait et personne ne pouvait penser correctement. Il m'a traité d'égoïste 3 fois en une seule soirée et a tout de même réussi à terminer la nuit en me demandant une faveur. Ce niveau de sentiment de supériorité serait presque impressionnant s'il n'était pas si pathétique. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis retourné à mon appartement, j'ai déchargé mes bacs et je me suis assise sur le sol entouré d'échantillons, de lampes et de dossiers juridiques qui sentaient légèrement l'ancienne maison. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à trembler ou à pleurer ou à douter de moi-même. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié comme étant possible. Le calme. Il n'y avait aucune obligation dans ce calme, aucune facture invisible qui y était rattachée, aucune anticipation de la prochaine urgence, juste le faible bourdonnement de mon réfrigérateur, du climatiseur que je payais uniquement pour moi-même. Et le fait indéniable que ma vie sonnait enfin comme la mienne. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 16 appels manqués et un mur de notifications de discussions de groupe. Ma mère avait clairement fait remonter l'affaire au réseau familial. Tante Marlène demandait si j'avais perdu le sens des réalités. Un oncle dont j'entendais parler 2 fois par an a dit « Le sang, c'est le sang, quoi qu'il arrive ». Une cousine qui avait un jour emprunté mes tables pliantes pour une fête prénatale et les avait rendues collantes était soudainement devenue une experte en grâce et en pardon. Personne n'a demandé depuis combien de temps je payais ces factures. Personne n'a demandé pourquoi les comptes étaient à mon nom. Personne n'a demandé ce qui avait conduit à cela. Dans des familles comme la mienne, la personne qui réagit finalement est toujours traitée comme la personne qui a causé le problème. J'ai mis la discussion en sourdine et je me suis préparé pour le travail. Vers 11 h, ma mère a publié sur le réseau social Facebook. Elle ne m'a pas nommé. Bien sûr, les gens comme ça ne le font jamais. Ils préfèrent la performance de la dignité blessée. Sa publication disait, parfois, l'enfant pour lequel vous avez tout sacrifié grandit et oublie le sens de l'amour et de la loyauté. Des prières pour de la force pendant une saison déchirante. En quelques minutes, elle a reçu des commentaires de sympathie de femmes qui n'avaient absolument aucune idée qu'elle n'avait pas payé sa propre facture de réseau internet depuis 3 ans. Connor a suivi avec une histoire publiée sur les personnes fausses et sur la façon dont le succès révèle le caractère. Cela m'a presque fait rire parce que si le succès révèle le caractère, le sien avait passé des années à se montrer dans des baskets de marque achetées avec des cartes de crédit au plafond. Pendant un instant, j'ai envisagé de publier des reçus, des vrais, des captures d'écran de paiement, de transferts, de factures, de commandes d'épicerie, de confirmations d'assurance et du soutien hypothécaire que je fournissais discrètement. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'avais pas besoin que des étrangers certifient ce que je savais déjà. J'avais passé trop d'années à défendre ma réalité auprès de personnes déterminées à la mal comprendre. J'avais fini de demander de l'empathie à un public qui aimait plus la famille que la vérité. Au lieu de cela, j'ai travaillé. J'ai rencontré des fournisseurs. J'ai approuvé une commande de meubles. J'ai renégocié un calendrier de livraison pour les maisons témoins. J'ai appelé la propriétaire pour le bureau que j'avais discrètement obtenu et je lui ai dit que j'étais prête à avancer le calendrier. Chaque tâche que j'accomplissais me semblait plus nette, plus propre, moins encombrée. C'était la partie la plus étrange de les avoir coupés de ma vie. Je n'ai pas seulement récupéré de l'argent. J'ai récupéré de l'espace mental. Je n'avais pas réalisé à quel point ma créativité avait été prise en otage par une gestion constante de crises de faible intensité. Combien de décisions de conception avaient été prises pendant que la moitié de mon cerveau se demandait si Connor aurait besoin d'un autre sauvetage avant la fin du mois. Le 3e jour, la réalité avait clairement commencé à les frapper. Les messages vocaux de ma mère ont de nouveau changé de ton. Le rôle de martyr a été remplacé par la logistique. Elle voulait les noms des fournisseurs. Elle voulait les mots de passe.
Elle voulait savoir pourquoi le transfert d'électricité ne l'avait pas automatiquement configuré pour le paiement automatique. Elle voulait savoir si je pouvais juste maintenir les livraisons de courses tout au long du week-end parce qu'elle recevait de la visite. De la visite. J'ai sauvegardé ce message vocal parce qu'il racontait toute l'histoire en un seul petit détail ridicule. Même au milieu de ce qu'elle présentait comme une trahison, son instinct était toujours de me demander d'aplanir ses désagréments. Connor avait ses propres problèmes maintenant. Il m'a envoyé un message texte pour me dire que le paiement de sa voiture était en retard et qu'il n'arrivait pas à croire que j'avais fait cela au pire moment possible. J'ai lu cela 2 fois parce qu'apparemment, mon timing n'était mauvais que lorsqu'il cessait de lui profiter. Il a ensuite essayé une approche plus douce. Il a dit qu'il savait que maman poussait trop fort, mais que nous étions toujours frères et sœurs et que je ne devrais peut-être pas tout passer sur lui. Cela aurait été perçu différemment s'il n'avait pas fait suivre cela 10 minutes plus tard d'un message demandant si je pouvais lui avancer un dernier paiement de transition jusqu'à ce que sa prochaine opportunité se présente. Dans le langage de Connor, prochaine opportunité signifiait le prochain fantasme qui nécessitait un capital de départ et zéro discipline. J'ai ignoré cela aussi. Une semaine plus tard, les premiers avis de retard ont dû commencer à arriver car ma tante s'est présentée à mon appartement avec une barquette en aluminium de pâte au four et l'expression d'une femme livrant un traité de paix qu'elle avait déjà décidé que j'étais trop têtu pour apprécier. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte et m'a dit que ma mère s'effondrait. Elle a dit que les factures s'accumulaient, que Connor était déprimé et que je pourrais peut-être faire preuve d'un peu de compassion parce que la famille est tout ce que vous avez vraiment dans ce monde. Je lui ai demandé si elle savait que je payais ses factures depuis des années. Elle a hésité. Puis elle a dit, « Eh bien, tu étais dans une meilleure position. » C'était de nouveau là. La même logique, une bouche différente. Si vous pouvez en porter plus, alors tous les autres ont le droit de vous charger jusqu'à ce que vous vous effondriez. Je lui ai demandé si de la compassion m'avait jamais été témoignée lorsque je construisais mon entreprise à partir d'un appartement d'une chambre et que je sautais des repas pour pouvoir payer les salaires. Elle a dit que c'était différent parce que j'étais forte. Forte. Un autre mot familial qui signifie en réalité pratique. Je lui ai dit que je les aimais assez pour arrêter de les encourager dans leur travers. Elle n'a pas aimé cette réponse parce qu'elle ne me laissait pas de place pour ramper vers eux. Elle a laissé les pâtes au four sur mon comptoir comme de la culpabilité avec du fromage fondu sur le dessus et a dit, l'orgueil précède la chute. J'ai failli lui dire que j'étais déjà tombé bien assez de fois. La différence maintenant était que je retombais enfin sur mes propres pieds au lieu de servir de coussin pour tout le monde. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mon ancien tableur. Chaque onglet comportait une version de leur nom. Aide hypothécaire, réseau internet, courses, partage des services publics, transfert d'urgence, assurance automobile. J'ai fixé ce document pendant un long moment. Puis j'ai supprimé chaque onglet et j'ai commencé une nouvelle feuille intitulée Expansion. En dessous, j'ai énuméré le loyer du bureau, un deuxième système de rayonnage d'entrepôt, un nouvel inventaire de style, des projections de paie, un budget de carburant et des mises à jour de marque pour le lancement du studio. Pour la première fois depuis des années, ma planification ne consistait pas à absorber les dommages. Il s'agissait de construire quelque chose. Le silence qui a suivi m'a semblé encore plus doux parce qu'il n'était plus vide. Il était productif. C'était le son de ma vie tournée enfin vers l'avant. Mais les familles comme la mienne ne se rendent pas simplement parce que la culpabilité cesse de fonctionner par message texte, elles se regroupent. Elles réécrivent l'histoire. Elles attendent de penser que votre garde est baissée. Et au moment où ils ont réalisé que je ne reviendrai pas pour redémarrer leur ancien système, ils ont fait ce que font toujours les gens comme ça. Ils sont venus chercher un moyen de s'immiscer dans ce que je construisais ensuite. Le contrat a changé le rythme de mes journées presque immédiatement. Non pas parce que l'argent résolvait tout par magie, mais parce que pour la première fois, l'effort que je fournissais avait un but valable. J'ai signé le bail de la salle d'exposition de bureau que je gardais discrètement. Un petit espace étroit mais magnifique avec des fenêtres en façade, des sols en béton poli et suffisamment d'espace pour des mises en scène stylisées que les clients pourraient parcourir pour ressentir réellement ce que je vendais. J'ai peint un mur d'une couleur taupe mate et chaleureuse, installé des étagères pour des échantillons de matériaux et sculpté une table de conception où je pouvais étaler des plans sans les balancer sur le comptoir de ma cuisine. J'ai embauché 2 autres assistants à temps partiel et j'ai enfin commandé les rayonnages d'entrepôt que je n'arrêtais pas de repousser parce que quelqu'un d'autre avait toujours une crise. J'ai amélioré l'une de mes camionnettes.
J'ai acheté un meilleur éclairage pour la photographie. J'ai payé les factures en avance au lieu de souffler de soulagement en les réglant. Cela ne semblait pas taper à accent grave l'œil. Cela semblait adulte. C'était mérité. C'était aussi étrangement émouvant de faire des choses commerciales ordinaires sans entendre la voix de ma mère à l'arrière de mon esprit demandant si peut-être une partie de cet argent devrait d'abord aller à la famille. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai commencé à me réveiller enthousiaste. J'ai recommencé à aller au gymnase le matin parce que je ne passais plus la première heure de chaque journée à vérifier mon téléphone pour voir quel problème avait éclaté pendant la nuit chez ma mère. Le dimanche, je retrouvais une amie pour un repas copieux et je ne passais pas la moitié du repas à m'excuser pendant que je transférais de l'argent pour couvrir le problème de quelqu'un d'autre. La liberté n'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est juste commander des œufs et du café sans que les froids ne soient assis à côté de vous à table. Pendant ce temps, d'après les informations limitées qui filtraient par l'intermédiaire de parents et d'un écosystème en ligne malheureusement dramatique, ma famille rencontrait enfin sa propre réalité. La voiture de Connor était soit vendue, soit très proche d'être reprise parce que ses photos vaniteuses avaient disparu d'un seul coup. Ma mère a commencé à mentionner le travail à temps partiel de manière passive et agressive. Le genre de publication que les gens font quand ils veulent des applaudissements pour avoir survécu à une épreuve qu'ils ont passé des années à sous-traiter. Elle écrivait des choses comme « Certaines femmes font ce qu'elles ont à faire, et Dieu voit chaque sacrifice ». Ce que Dieu voyait apparemment de mon point de vue, c'était une femme apprenant comment fonctionnent les factures mensuelles pour la première fois depuis des années. J'ai entendu par un cousin que le forfait de télévision avait été rétrogradé, que le budget des courses avait été réduit et que Connor était furieux de devoir prendre des quarts de travail dans un magasin d'articles de sport parce que l'entrepreneuriat flexible n'avait pas, en fait, payé le solde de sa carte de crédit. J'aimerais dire que je me sentais mal. Ce n'était pas le cas. Je me sentais soulagé. Il y a une énorme différence entre regarder des gens souffrir injustement et les regarder expérimenter enfin la conséquence naturelle de compter sur quelqu'un qu'ils traitaient comme une infrastructure permanente. Quelques personnes essayaient encore de jouer les médiateurs. Ma tante m'a envoyé un long message sur la guérison. Un oncle a suggéré que je devrais peut-être au moins aider Connor à se stabiliser parce que les jeunes hommes ont besoin de soutien. J'avais envie de lui demander si les jeunes femmes n'en avaient pas besoin. Au lieu de cela, j'ai gardé mes réponses brèves et polies. Je me concentre sur mon entreprise. Je leur souhaite du bien. Cette phrase est devenue mon nouveau verrou émotionnel. Pas d'explication, pas de débat. Vers cette époque, le panneau de permis pour ma nouvelle salle d'exposition a été installé et, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle a voyagé plus vite que la moisissure dans un sous-sol humide. Un ancien professeur de lycée m'a d'abord envoyé un message pour me dire qu'il était fier. Ensuite, un agent immobilier que je connaissais a publié une photo me félicitant pour l'expansion. Puis mon téléphone a recommencé à vibrer avec un tout autre type de panique. Cette fois, ils n'appelaient pas parce que les factures étaient impayées. Ils appelaient parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé quand j'avais arrêté de payer les leurs. Je construisais quelque chose de plus grand sans eux. Ma mère a laissé un message vocal me demandant pourquoi je ne lui avais pas dit que j'ouvrais un véritable studio. Connor a envoyé un message demandant si l'espace avait assez de place pour un coin de création de contenu parce qu'il avait des idées de promotion croisée. Promotion croisée. L'homme n'avait pas produit une seule chose rentable de sa vie d'adulte et essayait déjà de grimper dans mon entreprise en utilisant le jargon de l'image de marque. Je les ai ignorés. J'ai continué à rencontrer des entrepreneurs, à approuver la signalisation, à planifier l'aménagement du bureau et à coordonner les premières phases des installations des maisons témoins. Puis un mercredi matin, alors que j'examinais des échantillons de peinture à la table de conception de mon nouveau studio, j'ai vu un véhicule familier s'arrêter à l'extérieur. Mon estomac ne s'est pas noué. C'était la différence maintenant. Il n'avait plus le pouvoir de gâcher ma journée entière simplement en arrivant. J'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai vu ma mère sortir en premier, habillée comme si elle se dirigeait vers l'église et vers un conflit en même temps. Connor a suivi dans une veste trop chère qui semblait soudainement moins impressionnante lorsqu'elle était portée par un homme dont le dernier revenu stable provenait d'une commission de vente au détail. Ma tante Marlène est venue aussi, parce que toute famille dysfonctionnelle aime un témoin qui se dit neutre tout en prenant activement le parti du plus bruyant. Ils se sont tenus à l'extérieur pendant un moment, fixant l'enseigne avec le nom de mon entreprise comme si elle les avait personnellement insultés. Puis ils sont entrés. Le visage de ma mère a changé dès qu'elle a mis un pied à l'intérieur.
Elle a regardé la salle d'exposition, les étagères stylisées, la bibliothèque d'échantillons, le bureau, les sols polis, les planches de tendance épinglées au mur. Et j'ai regardé la seconde exacte où elle a réalisé que c'était réel. Pas une phase, pas un passe-temps, pas un contrat chanceux. Une entreprise, un avenir, une vie qui n'avait plus besoin de son opinion pour exister. Connor a essayé de jouer la carte de la décontraction. Il a sifflé doucement et a dit « Ouah, c'est vraiment bien ici ». Sur le même ton que les gens utilisent quand ils s'attendaient à ce que vous échouiez et qu'ils improvisent maintenant. Ma tante a croisé les mains et a dit qu'elle savait que j'avais toujours eu du talent. C'est drôle comme le talent ne devient visible qu'après qu'il y ait une vitrine qui y soit attachée. Je leur ai dit que j'avais 10 minutes avant ma prochaine réunion. Ma mère s'est immédiatement offensée de mon ton, mais en dessous, je pouvais déjà entendre le changement. Ils n'étaient pas venus là pour me gronder. Ils étaient venus pour négocier leur retour vers un accès à mon argent. Je ne savais juste pas encore s'ils prévoyaient de déguiser cela en famille, en opportunité ou en pardon. Il s'est avéré qu'ils ont opté pour les trois. Ma mère a commencé par les sentiments parce que cela avait toujours été sa porte d'entrée préférée pour franchir mes limites. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et que peut-être que nous avions tous laissé les choses devenir trop émotionnelles. Elle a dit que de voir le studio lui avait fait réaliser à quel point j'avais travaillé dur et à quel point elle était vraiment fière. Connor a hoché la tête comme si c'était un projet de groupe et qu'il avait fait les diapositives. Puis il a dit quelque chose sur le fait que l'endroit avait un réel potentiel s'il était positionné de la bonne manière en ligne. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement où cela allait. Il ne s'était pas présenté pour s'excuser. Il s'était présenté parce que mon succès semblait assez stable pour s'y appuyer. Ma mère a dit que peut-être tout ce chapitre douloureux pourrait devenir un nouveau départ pour la famille. Elle a dit que nous regardions peut-être tout de la mauvaise manière. Au lieu de nous séparer, peut-être devrions-nous unir nos forces. Connor s'est avancé et a dit qu'il avait des idées. Il a dit qu'avec ses instincts pour l'image de marquer mon œil pour le design, nous pourrions construire quelque chose de plus grand qu'un studio de valorisation immobilière. Il a dit que les entreprises familiales fonctionnent très bien quand chacun joue sur ses forces. Chacun. Un beau mot quand il est prononcé par des gens qui veulent dire que votre force devrait payer pour leur faiblesse. Ma tante a souri comme si c'était une guérison. Ma mère a dit que peut-être Connor pourrait s'occuper du marketing et des partenariats. Elle a dit que j'avais toujours été la personne pratique et qu'il était plus tourné vers les gens. Cela m'a presque fait rire parce que la seule chose vers laquelle Connor avait toujours été tourné avec constance, c'était un écran. J'ai regardé les trois se tenir dans mon studio, entourés de choses que j'avais construites à travers l'épuisement, la retenue, la discipline et des années de sous-estimation, et j'ai ressenti une sorte de clarté presque paisible. Ils étaient toujours les mêmes personnes. Ils n'avaient rien appris, sauf que mes limites coûtaient cher à ignorer. J'ai dit à ma mère, non. Pas doucement, pas cruellement, juste complètement. Elle a cligné des yeux et a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que cette entreprise n'était pas un bouton de réinitialisation familiale. Ce n'était pas une récompense pour m'avoir enfin remarqué. Ce n'était pas une invitation pour Connor à se réinventer en utilisant ma fondation de la façon dont il avait utilisé notre maison, votre patience ou l'argent des autres. Connor s'est immédiatement mis sur la défensive et a dit que j'agissais comme s'il n'avait jamais lutté. Je lui ai dit que la lutte n'était pas le problème. Refuser de grandir pendant que tout le monde autour de vous paie pour cela, ça c'était le problème. Le visage de ma mère s'est durci. Elle a dit qu'après tout ce qui s'était passé, elle pensait que je voudrais réunir la famille. Je lui ai dit que la famille ne se réunit pas en assignant à la personne la plus responsable un nouvel ensemble de personnes à charge et en appelant cela de l'amour. Ma tante a essayé d'intervenir avec cette voix prudente de pacificatrice et a dit qu'il y avait peut-être un juste milieu. Peut-être que je pourrais au moins créer un poste pour Connor pendant qu'il se remettait sur pied. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, cette entreprise embauche des personnes ayant fait leurs preuves, ayant le sens des responsabilités et une éthique de travail. Connor a en fait eu l'air blessé par cela, ce qui aurait eu plus d'importance s'il n'avait pas passé la majeure partie de sa vie d'adulte à être protégé de chaque conséquence qui aurait pu lui enseigner ces choses. Ma mère a dit que je l'humiliais. J'ai dit, non, la vie le faisait enfin. J'avais juste arrêté de la bloquer. La pièce est devenue très silencieuse après cela. Pas un silence bruyant, le genre qui s'installe quand tout le monde réalise que l'ancien scénario est mort, et qu'aucune dose de culpabilité ne peut le ressusciter.
Connor a regardé autour de lui une fois de plus les planches de conception, les étagères stylisées, l'espace de travail poli, et je pouvais pratiquement entendre le fantasme quitter sa tête. Ce n'était pas une aubaine dans laquelle il pouvait s'introduire par son charme. C'était du travail. Du travail structuré. Du travail mesuré. Le genre qui commence des années avant que quiconque ne prenne la peine de l'applaudir. La voix de ma mère a changé alors. Plus douce, plus petite, mais pas plus gentille. Elle a demandé si c'était vraiment comme ça que je voulais que les choses soient. Je lui ai dit que non. Si j'avais pu choisir comment les choses s'étaient passées, j'aurais eu une mère fière de moi avant que des étrangers ne le soient. J'aurais eu un frère qui construisait sa propre vie au lieu de traiter la mienne comme un crédit supplémentaire. J'aurais eu une famille qui m'aimait sans y joindre de facture. Mais puisque ce n'était jamais ce que j'avais eu, c'était ce que je choisissais maintenant. Les limites, la distance, la paix. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus tranchant, quelque chose qu'elle pourrait lancer et me faire saigner avec. Mais il ne restait plus rien. Parce que quand quelqu'un ne peut plus utiliser votre culpabilité, ces mots perdent beaucoup de leur pouvoir. Connor a marmonné que tout cet endroit aurait eu une meilleure allure avec une stratégie de marque plus forte de toute façon, ce qui était une réplique de sortie tellement typique de Connor que j'ai presque apprécié la cohérence. Il s'est retourné et est sorti. Ma tante a suivi, soudainement très intéressée par le fait de ne pas être impliquée. Ma mère est restée une seconde de plus, me regardant d'une manière que j'avais voulu pendant des années et dont je n'avais plus besoin. Elle me voyait enfin clairement. Pas la fille serviable, pas la fille sûre, juste la fille qu'elle avait sous-estimée jusqu'à ce que cela lui coûte l'accès. Puis elle est partie aussi. Une fois la porte fermée, je me suis tenu au milieu du studio et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Le vrai silence, pas une punition, pas la solitude. La propriété. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire que Connor avait pris le poste dans les articles de sport à temps plein parce que la dette était pire que ce que quiconque admettait. Un mois après cela, un cousin a mentionné que ma mère parlait de déménager dans une maison plus petite parce que suivre le rythme de tout était devenu trop lourd. Je n'ai pas célébré publiquement. Je n'ai pas publié de citations énigmatiques. Je n'ai pas appelé de parents pour dire que je vous l'avais bien dit. J'ai juste continué à travailler. J'ai terminé la première installation de maison témoin. J'ai décroché un autre client. J'ai formé ma nouvelle assistante. Et sur l'étagère derrière mon bureau, j'ai placé un petit panneau qui disait « Construit selon mes propres conditions ». Non pas parce que j'avais besoin du rappel, mais parce que j'avais gagné le droit de le voir tous les jours. La vérité est que les gens aiment dire que la famille est tout. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que la famille devrait être autorisée à tout prendre. Ce n'est pas de l'amour. C'est l'accès sans responsabilité. La vraie leçon que j'ai apprise est que les limites ne sont pas de la cruauté. Et dire non ne fait pas de vous un égoïste quand le oui a lentement détruit votre avenir. Parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent est d'arrêter de les protéger des conséquences qui pourraient finalement leur apprendre quelque chose. Je crois toujours en la compassion. Je crois toujours à l'aide aux autres. Mais l'aide devrait construire quelqu'un, et non le maintenir confortablement dépendant pendant que vous disparaissez sous le poids. Si cette histoire a une quelconque valeur, j'espère qu'elle rappelle à quelqu'un quelque part que votre valeur n'augmente pas seulement lorsque vous êtes utile. Votre succès n'est pas une dette familiale. Et protéger votre paix peut être la première chose honnête que vous ayez faite depuis des années. Alors, si vous avez un jour à choisir entre maintenir la paix et conserver votre avenir, j'espère que vous choisirez votre avenir. Et si quelqu'un qualifie cela d'égoïste, laissez-le faire. Certaines personnes ne remarquent vos limites que lorsqu'elles ne peuvent plus atteindre votre portefeuille.